bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 180 du jeudi 9 juillet 2026. Elle est intitulée Involution anthropique et sous-titrée Polluants et épigénétique. Alors, 9 juillet 2026, je sais que c'est la date anniversaire du père de Virginie Dupéroux, Paul Dupéroux, qui malheureusement, comme beaucoup d'autres habitants d'Aulnay-sous-Bois, a été contaminé à l'amiante et est mort d'un mésothéliome. Voilà, il a été contaminé enfant alors que son école était à côté d'une usine qui broyait de l'amiante. Donc on va parler de tout ça, justement, de cette contamination à cœur du monde et surtout des effets épigénétiques et ce qui est, je dirais, pour chaque individu souvent quelque chose d'extrêmement malheureux, quels avantages ces effets épigénétiques peuvent avoir pour nous permettre d'être optimistes par rapport à l'avenir de la biosphère terrestre plutôt que l'avenir de l'espèce humaine, qui n'est qu'une toute petite part de la biosphère terrestre. Bon, alors, quelques définitions préalables à une bonne compréhension du propos de notre émission. Alors, involution, modification régressive d'un organisme. Anthropique, changement lié aux activités humaines. Polluant, donc agent physique, chimique ou biologique qui provoque une nuisance. Épigénétique, alors qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? C'est l'étude de l'influence des conditions physiques, chimiques et biologiques externes à un organisme sur l'expression de ses gènes sans modification de son ADN nucléaire. Alors, nos émissions radar n'ont pas pour objet de vous mettre un coup au moral à l'orée de vos congés payés. Salutaire petite pause annuelle à votre esclavage salarial quotidien, mais au contraire, de vous conduire vers de naturelles perspectives optimistes, telles que l'abolition du salariat, une véritable sécurité sanitaire, économique et sociale, pour toutes et tous, liée à l'inéluctable fin du capitalisme et de ses perpétuelles prédations militaro-industrielles. Alors, l'espèce humaine, alors comme toutes les autres espèces vivantes endémique de la planète Terre, est une espèce animale 100% naturelle. Alors, elle est le résultat de milliards d'années de coévolution du plus ancien de tous les bureaux d'études, la nature. Alors, la nature au sens spinozien du terme. Actuellement, de richissimes néo-nazis transhumanistes font la criminelle promotion médiatique d'une humanité génétiquement modifiée et déplacés vers des planètes bis. Ces criminels fantasmes pseudo-scientifiques sont ceux de dangereux psychopathes. Leur stupide et criminel credo: adapte-toi au capitalisme ou crève. Dans les faits, la planète Mars ne peut pas être transformée en Terre bis. Sa masse ne le permet pas. Effectivement, sa masse, donc son champ gravitationnel, je crois que l'accélération c'est 3,6 ou 9 mètres par seconde carrée, donc c'est quasiment un tiers de l'attraction terrestre, ne lui permet pas de conserver une atmosphère. Et comme la planète Mars a une masse plus faible que celle de la Terre, elle s'est refroidie beaucoup plus vite, donc elle a perdu sa tectonique des plaques et son champ magnétique. Car une atmosphère sans champ magnétique est carrément expulsée par les vents solaires, vu que toutes les particules chargées ne sont pas déviées par le champ magnétique. Donc il est complètement illusoire, comme le présente Elon Musk, de croire qu'on pourra terraformer Mars et en fin de compte coloniser la planète Mars. C'est d'une criminelle stupidité totale. De plus, la surface de Mars, comme celle de la Lune, même s'il y a une atmosphère qui est avec une pression qui est de l'ordre du millième de celle de la pression au niveau de la mer sur Terre, fait que le sol de Mars et de la Lune sont irradiés en permanence par le Soleil et donc fortement radioactifs. Donc imaginez de terraformer ou de planter quoi que ce soit
dans ce type de sol relève de la folie pure et simple. Alors, la présence humaine sur la Lune est militairement uniquement stratégique, mais physiologiquement non viable sur le moyen et le long terme. Toujours pour des problèmes de gravité, parce que là, la Lune, c'est carrément 1/6 de la gravité terrestre. L'exploration spatiale doit être réservée à des engins scientifiques autonomes non habités. Alors, ce sont ces mêmes types de criminels fantasmes, de contrôle absolu et de domination totale qui sont à l'origine de l'abominable filière nucléaire. Depuis 1945, une poignée d'individus peu scrupuleux domine industriellement et militairement les multitudes, c'est-à-dire toutes les populations, qu'elles soient humaines ou non. Alors, quid des mortels durables et ingérables déchets générés par cet abominable état de fait? Quel atome onusien pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier? Eh bien, ils ont été discrètement et sciemment déversés dans des fosses abyssales, comme on glisserait de la poudre d'arsenic sous le tapis d'une crèche. Donc là, je reviens au visuel de notre émission. Ça va me permettre de compléter la citation du naturaliste Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck, donc plus connu en tant que Lamarck, né en 1744 et mort oublié et misérable en 1829, peu de temps avant l'invasion des territoires algériens par la monarchie française restaurée. Alors, il est le premier scientifique à émettre l'hypothèse du transformisme du vivant. Donc, je vais vous citer Lamarck. L'homme, par son égoïsme, trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène progressivement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties autrefois fertiles et très peuplées à tous égards sont maintenant stériles, inhabitables et désertes. Fin de citation. Alors, sur le visuel de notre émission, un des fûts radioactifs photographiés au large des côtes atlantiques de la France trône sur un exemplaire d'une des premières éditions en langue française du célèbre ouvrage « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » ou « La lutte pour l'existence dans la nature » du naturaliste Charles Darwin, né en 1809 et mort en 1882. Alors, il n'existe aucun gisement naturel de 200 000 fûts de déchets radioactifs. En conséquence, la lutte pour l'existence ne se déroule plus dans un environnement naturel. La sélection naturelle est artificiellement dévoyée par de durables polluants militaro-industriels. Les nouvelles conditions physiques, chimiques et biologiques provoquent de manière épigénétique l'activation d'anciennes parties dormantes des génomes, rarement pour le meilleur et trop souvent pour le pire. Et là, je te dis à la tienne, tu peux te recommander si tu veux quelque chose. Ouais, la mienne, du coup, moi je suis allé sur Mars, Oui. mais j'en suis revenu, d'ailleurs je suis très content d'être revenu, mais la planète Mars de Marseille. D'accord. Et la planète Mars de Marseille. Il y a une planète Mars à Marseille. C'est ce que beaucoup de Marseillais prétendent. D'accord. Alors, Notamment le groupe de musique IAM. je vais vous lire à propos de ce que je viens de dire.
C'est-à-dire qu'il n'existe aucun gisement naturel de 200 000 fûts radioactifs. Je vais vous lire un extrait d'un PDF publié par le réseau Francine, qui est un réseau qui regroupe l'ensemble des registres français des cancers. Je cite, en 1980, on avait recensé 170 000 nouveaux cas de cancer en France et 125 000 décès. En 2000, on constate 278 000 nouveaux cas et 150 000 décès. En 20 ans, l'incidence a augmenté de 60% et la mortalité de 20%. Fin de citation. Alors, aucune image de référence des fonds marins avant les déversements entre 1946 et 1993 de fûts radioactifs sur décision du véritable État dans l'État qu'est le CEA en France. Les durables et mortels déchets de la prétendue indépendance énergétique française et de sa terroriste dissuasion nucléaire se dispersent lentement dans la biosphère au gré des courants. Un crime contre la nature, planifié et exécuté durant presque un demi-siècle, est un crime mûrement prémédité. C'est un durable crime contre la biosphère terrestre, donc totalement imprescriptible. Parce qu'effectivement, le crime contre l'humanité c'est un sous-ensemble de la biosphère terrestre. Donc si le crime contre l'humanité est imprescriptible, alors le crime contre la biosphère terrestre est lui aussi totalement imprescriptible. Alors il ne s'agit pas de dresser une liste de coupables, mais d'exiger les dissolutions définitives des nids de vipères où prospèrent les criminels bureaucrates en bandes organisées que sont le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la Direction générale de l'armement. A contrario, l'État français mobilise ses institutions, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, le fameux IFREMER, le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'ASNR, sont associés pour pondre, selon les directives de leur patron, c'est-à-dire l'État français, une étude nationale sur les conséquences locales actuelles d'une pollution radioactive durable, dispersée à l'international depuis des décennies et en permanence concentrée et redistribuée par tous les êtres vivants constituant la chaîne trophique, chaîne qui ne connaît aucune frontière économique, sanitaire ou sociale. Et là je dis bonjour Bruno, tu peux... Voilà. Assieds-toi Bruno. Donc notre ami Bruno Couillot vient d'arriver. Il demande à ce qu'on reste discret, donc je vais continuer. Donc je disais que tout ça va se concentrer dans la chaîne trophique. Donc est-ce que tu sais ce que c'est que la chaîne trophique? Je connais la trompe. Non, la chaîne trophique, c'est en fin de compte, il y a les êtres autotrophes comme les végétaux qui sont mangés par des herbivores qui eux-mêmes sont mangés par des carnivores, et donc tout ça c'est la chaîne trophique, c'est-à-dire la chaîne alimentaire, et en fin de compte on en fait tous partie, et s'il y a contamination et que cette contamination s'accumule et se concentre dans les êtres vivants, eh bien c'est l'ensemble de la chaîne trophique qui est touchée. Alors à titre d'exemple, permettez-moi de vous citer un article de 20minutes.fr publié en octobre 2017. Alors, des chercheurs toulousains ont trouvé du mercure d'origine océanique dans des lacs de montagne pyrénéens. Il provient des granulés utilisés dans les fermes piscicoles. Ce type de pollution transférée pourrait être un phénomène mondial. Voilà, donc on en avait parlé la dernière fois de la pêche du krill, et effectivement le krill qui est pêché en Antarctique va concentrer du mercure marin. Il est donné comme aliment dans les fermes piscicoles, et effectivement on va trouver des truites dans les rivières pyrénéennes qui sont censées justement être de l'eau de fonte de glace, donc une eau parfaitement pure. On va retrouver du mercure, voilà, et donc dans cet article ils disent que ce type de pollution transférée pourrait être un phénomène mondial. Donc on voit bien qu'il y a
une chaîne trophique qui est carrément contaminée à cœur et partout, c'est-à-dire même dans des endroits qui théoriquement devraient être totalement épargnés. Alors, du 27 mai au 28 juin 2026, 20 plongées à 4,7 km de profondeur dans l'Atlantique Nord-Est grâce au bathyscaphe Nautil. Alors, la douloureuse est pour qui ? Pour les descendants de celles et ceux qui appréciaient les produits de la mer et qui sont arrivés prématurément au terminal des prétentieux pour la grandeur de la France et par la faute à pas de chance. Rappelons, à toute fin utile, qu'un millionième de gramme du métal lourd radioactif plutonium-239 suffit pour tuer un homme adulte en pleine santé lorsqu'il est ingéré ou inhalé à l'insu de son plein gré, comme cela est souvent le cas pour de nombreux consommateurs lambda. Alors, en tant qu'émetteur alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium, de protons et de neutrons, le plutonium-239 est physiologiquement dévastateur aux très courtes distances cellulaires. Il nous faut donc appliquer la loi du carré inverse. Si l'émetteur est 2 fois plus près, son énergie est 4 fois plus grande. Un millionième de gramme de ce poison radioactif correspond à 2276 becquerels, soit 2276 désintégrations par seconde, à infiniment courte distance. Avec un tel rythme de bombardement, les acides aminés des protéines, donc a fortiori l'ADN, ne sont plus naturellement réparables. Alors, je reviens à la tienne, Marc. Je vais boire un petit coup et je vais revenir à notre visuel radar. À la tienne, Bruno. Donc, alors le fût que j'ai choisi là, pour orner notre visuel, fait partie des plus présentables. Je vais vous en montrer un autre. Donc là, je vais sur mon portable. Nous n'avons pas notre ami Fabrice David pour faire les petits intermèdes techniques. Donc c'est celui-là, voilà. Quand tu veux, mon garçon. Voilà. Donc, tu me dis s'il y a des reflets, si c'est bien. Bon, alors, voilà. Je vous montre donc celui-ci. Alors, celui-ci, il laisse planer aucun doute. Voilà. Celui-ci laisse planer aucun doute quant à la dispersion des particules radioactives qu'il contenait originellement. Voilà. Donc, on voit bien qu'il est complètement éclaté et que s'il a contenu des radionucléides et des matières extrêmement dangereuses, c'était dans un lointain passé. Alors, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la direction générale de l'armement peuvent dormir sur leurs 4 oreilles. Bah oui, 2 oreilles plus 2 oreilles, ça fait 4. L'État français ne tirera aucune d'entre elles. Alors, ce criminel État voyou est trop fier de fournir aux grandes entreprises installées sur ces territoires une énergie électrique bon marché, pour le grand bonheur de leurs actionnaires qui ont une partie de leurs dividendes indirectement payés par les consommateurs particuliers d'électricité qui, eux, la paient au prix fort, ne bénéficiant pas des tarifs entrepreneuriaux obtenus gracieusement de son gouvernement par le MEDEF. L'État français est fier de ses arsenaux thermonucléaires. Il fait partie du club de ceux qui se considèrent comme les copropriétaires du monde. Peu lui importe que les territoires auxquels appartiennent les populations qui financent ce permanent terrorisme thermonucléaire soient de facto des cibles privilégiées en cas d'inopinée et mutuelle destruction assurée. Rappelons-nous qu'en avril 1970, un sous-marin nucléaire soviétique, le K-8, suite à un feu à bord qui a malheureusement fait de nombreuses victimes, est finalement sabordé par les survivants de l'équipage. Depuis, ce sont 2 réacteurs nucléaires et 4 torpilles nucléaires qui gisent dans l'océan Atlantique à 4,5 km de profondeur et à 1450 km à l'ouest de la base militaire de sous-marins nucléaires de Brest. Aujourd'hui,
Que fait-on des monceaux de déchets radioactifs? Voilà une question qu'elle est bonne à la veille des déchéances pestilentielles 2027 et du fait que l'on ne parle certainement pas de tous les sujets qui fâchent. La prochaine fois, maillot de bain. Alors, après la criminelle gabegie internationale de l'immersion des fûts de déchets radioactifs, les États voyous, producteurs de ces durables poisons, s'orientent vers l'enfouissement profond. Alors, aux États-Unis, le projet WIP au Nouveau-Mexique absorbe des milliards de dollars et conduit à plusieurs accidents catastrophiques avec rejet de radionucléides en surface. En Allemagne, pays qui a heureusement tourné le dos au nucléaire, des infiltrations d'eau massives dans le site de stockage de Haas 2, une ancienne mine de sel, restent durablement une épée de Damoclès radioactive au cœur de la Basse-Saxe. En France, Stocamine fait la démonstration, suite à un incendie, que le stockage en profondeur de déchets dangereux n'est pas une solution sûre ni pérenne. Pourtant, à Bure, dans la Meuse, sont planifiés les travaux qui contamineront tôt ou tard les eaux potables des nappes phréatiques. Le stockage en grande profondeur de déchets radioactifs ne peut jamais être réversible, surtout en cas d'accident provoquant une contamination des galeries d'accès. De plus, la grande profondeur aggrave les difficultés d'intervention en cas d'accident. Après la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima en 2011, les populations japonaises et celles de l'océan Pacifique, humaines ou non, ont durablement pris cher. N'oublions jamais que le césium-137 est un métal radioactif soluble dans l'eau avec une demi-vie de 30,8 ans. Alors qu'ils soient thermiques ou électriques, les véhicules sont cause anthropique d'une grande part du dérèglement climatique. Le nucléaire représente moins de 5% de l'énergie totale consommée dans le monde. Néanmoins, en France, les 3/4 de l'électricité produite est d'origine électronucléaire. Ça roule en véhicule électrique et ça rêve de climatiseur. Pourtant, il n'y a pas d'énergie plus inadaptée à des situations de canicule que l'énergie nucléaire. Le refroidissement de ces diaboliques chaudrons infernaux reste vital. La vapeur d'eau émise par les tours de refroidissement, outre qu'elle est parfois fortement contaminée par la bactérie légionnelle, accentue localement, par effet de serre, l'élévation des températures. Le vital arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires, ainsi que le démantèlement immédiat et unilatéral des arsenaux thermonucléaires, ne sont pas à l'ordre du jour de tous les candidats au poste de monarque élu, poste convoité par tous les partis de la Ve République monarchique française à l'occasion des prochaines déchéances pestilentielles 2027. Et j'en bois un petit coup, à la tienne Marc, à la tienne Bruno. Oui, c'est vrai, c'est dense, les émissions radar. Et c'est vrai que quand Pierre n'est pas là, je ne peux pas avoir le petit break d'un texte bipartière. Par contre, on me fait savoir dans mon oreillette Oui, qu'au mois d'août, tu seras en maillot de bain. Est-ce qu'on aura une chance de te voir en maillot de bain dans une émission radar? Non, parce que ce sera le premier jour du jeûne et il n'y a pas de piscine à Taverny pour les jeûneurs. Sinon, effectivement, si j'avais à disposition une piscine à Taverny, on aurait pu faire l'émission au bord de la piscine et même peut-être dans l'eau, ce qui aurait été fort agréable. Voilà. Alors, comme je viens de le dire, tous les candidats au poste de monarque élu, ils ont strictement rien à foutre de tout ça. Ils n'en parleront pas parce qu'en fin de compte, ils sont candidats d'un système qui est carrément géré par l'État dans l'État, qui est le commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et ainsi que par la Direction générale à l'armement. Alors, mieux, les bas du front nationaliste de la gauche insoumise au retrait total de la réforme des retraites, les encartés du parti conformiste français pour de nouvelles centrales nucléaires à eau pressurisée, dans le cadre novlanguien du développement durable du mix énergétique, sont suivis par les escrologistes nationaux européens
et les nouveaux partisans latins anticapitalisme anglo-saxon. Ils veulent tous former un front uni de gauche nationale pour un redressement militaro-industriel, avec comme leader incontesté le vieux Gugus caporaliste qui en 2022 avait clamé haut et fort que c'était sa dernière candidature au trône de souverain par ordonnance et par décret. Alors le MEDEF ne peut qu'approuver d'aussi bonnes résolutions qualifiées de gauche par tous les médias de masse nationaux. Le CEA et la DGA peuvent dormir encore sur leurs quatre oreilles. Pourtant, le retour promis de la peine de mort ainsi que des mesures institutionnelles antisociales et racistes sont proposés par les fascistes du Rassemblement national. Ce serait un petit plus pour le grand patronat et cela rassurerait tous les honnêtes possesseurs de yachts et de jets privés. Quel que soit le candidat élu en 2027, le capitaliste poursuivra ses déprédations pour les profits des plus riches et aux dépens des plus pauvres. Le boycott de cette criminelle mascarade électorale que sont les déchéances pestilentielles est une vitale et urgente est une urgence vitale, sanitaire, sociale et démocratique. On ne veut pas s'élire des chefs qui décideront de tout à notre place. Alors, le réchauffement des eaux de surface de l'océan Atlantique, ainsi que leur eutrophisation, ça j'en avais parlé aussi dans une émission précédente de l'eutrophisation, c'est-à-dire de la présence de nitrates et de phosphates dans l'eau, provoque une prolifération d'algues brunes sargassomes. Ces algues ne sont pas ancrées, elles dérivent donc au gré des courants et forment, comme certains déchets plastiques, de véritables territoires océaniques. Les forces de Coriolis concentraient naturellement ces prairies marines d'algues qui sont des refuges et une ressource vitale pour de nombreuses espèces marines, dont les larves leptocéphales d'anguilles, futures civelles qui migreront jusqu'en Europe pour y vivre une quinzaine d'années dans nos cours d'eau avant de retourner se reproduire en mer des Sargasses et finalement y finir leur vie. Alors là, je vais vous montrer un autre visuel. Voilà, alors ça, tu me dis en haut, en bas, à droite, à gauche, est-ce qu'il n'y a pas de reflet? C'est bon? Voilà, alors. Donc, l'eutrophisation provoque une prolifération d'algues brunes. Ces algues ne sont pas ancrées, voilà. Alors, les activités industrielles anthropiques favorisent l'eutrophisation et le réchauffement des eaux. La mer des Sargasses, anciennement localisée à l'ouest de l'Atlantique, au large des Antilles, se déploie aujourd'hui à travers tout l'océan Atlantique, tel un véritable continent végétal. Un long ruban brun continu, visible depuis l'espace, s'étend d'est en ouest entre les côtes d'Afrique de l'Ouest et les îles des Caraïbes. Plusieurs dizaines de millions de tonnes d'algues réparties sur des milliers de kilomètres. Voilà, ça c'est aussi un effet anthropique et je sais que dans les îles des Caraïbes, ça devient même un problème sanitaire énorme parce qu'il y a échouage de ces algues et que quand elles pourrissent, il peut y avoir même des émanations de sulfure d'hydrogène et donc des gaz potentiellement mortels. Alors, voilà un phénomène visible depuis l'espace qui est directement lié aux activités humaines industrielles. Voilà. Alors, brûler du kérosène à 11 km d'altitude libère des particules fines nocives et génère des traînées de condensation qui participent par effet de serre au réchauffement climatique. Le développement durable du transport aérien est un suicide écologique, sanitaire et social. Le commerce international maritime brûle du fioul. Les gigantesques porte-containers participent au réchauffement climatique ainsi qu'à l'acidification des océans,
qu'il s'agisse de flottes fantômes ou de bâtiments sous pavillon de complaisance, le développement durable du commerce maritime est un suicide écologique, sanitaire et social. Et là, je vais vous montrer un autre visuel, voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Je dois monter. C'est bon. Alors, de plus, le commerce maritime international est responsable, par vidangeage des ballasts des navires, de l'introduction de l'asiatique crabe bleu dans l'écosystème méditerranéen, ce qui n'est pas une franche réussite écologique pour les espèces endémiques de crabes, ni pour les palourdes. Mais n'ayez aucune inquiétude environnementale, ces animaux ne voteront pas lors des prochaines déchéances pestilentielles 2027. Donc voilà, c'est ce qui explique sur notre affiche la présence du crabe bleu, voilà, qui vient envahir les écosystèmes méditerranéens grâce au commerce international. Alors, n'oublions jamais qu'en dehors de l'actuelle folle période appelée Anthropocène, toutes les périodes passées de réchauffement global planétaire étaient des périodes d'explosion de la biodiversité. Alors, qu'il s'agisse de particules radioactives, de métaux lourds, de fibres minérales, de particules chimiques ou biochimiques liées à la dégradation physique de polymères de synthèse non biodégradables, ou des particules contenues dans des rejets de processus industriels divers et variés, les sources de polluants durables sont innombrables et en perpétuelle augmentation. Ces polluants s'accumulent dans tous les organismes qui constituent la chaîne trophique planétaire. Et là, je vais boire un petit coup d'eau en espérant qu'il n'y a pas d'hydrogène radioactif, qu'il s'agisse de deutérium ou de tritium, voilà, qui sont les deux isotopes radioactifs de l'hydrogène. Alors, ces polluants, ainsi que les changements climatiques, sont d'origine anthropique. Ils sont des éléments déclencheurs ou inhibiteurs des patrimoines génétiques. Ils illustrent l'immense champ des possibles d'un domaine scientifique récent et révolutionnaire, l'épigénétique. Alors, les cancers sont des maladies épigénétiques. Des substances cancérogènes désactivent les vitaux mécanismes d'apoptose cellulaire. L'apoptose cellulaire, c'est le suicide des cellules. C'est ce qui fait que les cellules ont une date de péremption, dirons-nous. Alors la tumeur, cette colonie de cellules immortelles, draine vers elle les ressources de l'organisme au détriment de l'entretien de nombreux organes vitaux. Sans intervention, lorsque cela est du domaine du possible, l'issue fatale est malheureusement inéluctable pour l'organisme qui héberge la tumeur cancéreuse et ses éventuelles métastases. Alors, une équipe de chercheurs en biologie de l'université A&M du Texas a récemment réussi à faire repousser des doigts amputés à des souris de laboratoire. Ici, aucune cellule souche n'entre en jeu, mais uniquement la présence d'une protéine spécifique qui va inciter les cellules meurtries du doigt amputé à une reconstruction plutôt qu'à une cicatrisation. La protéine en question joue le rôle d'activateur du gène de la reconstruction. Il semblerait qu'au niveau de l'embryogénèse, ce sont des mécanismes épigénétiques similaires qui sont perpétuellement en action. Cela pourrait être l'explication de nombreuses difformités. Des conditions physico-chimiques, voire biochimiques, viennent activer, voire inhiber, l'expression de nos gènes, perturbant le déroulement naturel des étapes du développement embryonnaire. Ce même type de mécanisme épigénétique pourrait expliquer comment un ovule choisit le spermatozoïde qui va le féconder parmi la multitude de ceux qui l'entourent et optimise ainsi la viabilité des fruits de sa reproduction sexuée. Chaque cellule fille effectuant ensuite ce même type de choix d'activation ou d'inhibition du génome
en fonction des conditions physiques, chimiques et biochimiques de son environnement immédiat, liées à sa localisation spatiale au sein de l'organisme en devenir. Tant que l'environnement du fœtus correspond à des conditions naturelles, le développement se déroule correctement. Chez de nombreux amphibiens, chez des reptiles et des poissons, la température au cours du développement des individus peut induire un sexe ratio orienté. Le mérou brun est un poisson qui naît femelle. Elle est capable de se reproduire dès l'âge de 4 ans, puis entre 10 et 14 ans, lorsque la femelle du mérou brun atteint une taille entre 60 et 70 cm, elle devient mâle jusqu'à ce que mort s'en suive aux alentours de 50 ans si le mérou brun arrive à échapper aux pêcheurs. Combien de centimètres ? Entre 60 et 70 cm de femelle, elle devient mâle jusqu'à l'âge de 50 ans, mais c'est rare de trouver des mérous de 50 ans parce que souvent ils sont malheureusement pêchés avant. Alors, le mérou brun est hermaphrodite protogyne, c'est-à-dire que sa chronobiologie a des effets épigénétiques sur l'expression des gènes liés à son genre. Ce sont ces effets épigénétiques qui boostent mon optimisme à moyen et long terme au sujet de l'avenir de la biosphère terrestre. En effet, une étude récente de l'Institut national de recherche démographique, l'INRD, publiée en janvier 2024, montre une baisse massive de la fécondité mondiale chez l'espèce humaine ces 20 dernières années. Rien ne me permet d'affirmer que cette baisse massive est directement liée aux innombrables et durables polluants contre nature générés par toutes les mortifères activités militaro-industrielles. Mais un faisceau convergent d'indices me porte à croire que c'est tout de même le cas. Je vous cite un article de reproclinique.com. Une tendance inquiétante a été révélée dans le dernier suivi de la méta-analyse de 2017 sur la santé reproductive des hommes. Le nombre de spermatozoïdes dans chaque éjaculat diminue dans le monde entier à un rythme accéléré, estimé à 2,64% par an. Les implications significatives de ce phénomène prennent de l'ampleur et sont sans aucun doute considérées comme un problème majeur de santé publique mondiale. Ça ne fait partie d'aucun débat pour les prochaines déchéances pestilentielles de merde. Alors, l'épigénétique agirait sur la démographie de l'espèce invasive humaine en infléchissant sa fertilité pour, in fine, en réduire le nombre, et donc par voie de conséquence, pour réduire ses immenses capacités de nuisance. Mais l'épigénétique pourrait aussi être un subtil mécanisme biologique planétaire d'autorégulation de toutes les populations de la biosphère terrestre. De moins en moins de personnes sont douées pour le calcul mental. La calculatrice électronique agit comme une prothèse appétissante. De la même manière, les IA dites génératives vont progressivement masquer le fait que la maîtrise de l'écriture et de la lecture se réalise de plus en plus difficilement chez les nouvelles générations. L'épigénétique, aidée par les réseaux neuronaux, serait-elle en train de faire évoluer nos capacités cognitives ? Pollution et IA, même combat pour faire évoluer le genre humain ? Il me suffit de lire des ouvrages d'auteurs du passé et de m'intéresser à la production intellectuelle et artistique actuelle pour m'apercevoir que cet infléchissement cognitif est déjà perceptible. Je pense que l'ingénieur Jean-Marc Jancovici est un bel exemple de cette évolution cognitive. Selon lui, nous devons nous adapter aux conditions mortifères imposées par le capitalisme, même si celles-ci, telles les ingérables déchets nucléaires, sont totalement antinomiques avec la vie. Je vais me boire un petit coup d'eau, moi. Oui, parce que le problème d'éjaculation sans eau, c'est foutu. Ah, sans eau, c'est foutu, mais même s'il n'y a que de l'eau et qu'il y a de moins en moins de spermatozoïdes dedans, la fertilité aussi est un petit peu foutue. Mais c'est une bonne chose. Je préfère boire de l'eau. Moi aussi, hein. Comme on dit, contre la suie, bois de l'eau. Alors, il ne s'agit pour
Jean-Marc Jancovici, il ne s'agit jamais de renoncer à ce qui est la cause des dérèglements climatiques, mais de chercher de manière dilatoire une voie médiane pour y survivre. Un beau ramassis suicidaire de criminels conneries technophiles, totalement compatible avec le confusionnisme ambiant entretenu par tous les pense-petits agréés médiatiquement par le CEA et la DGA. Mais comme l'exprimait si justement le philosophe Friedrich Schiller, 1759-1805, contre la stupidité, les dieux eux-mêmes luttent en vain. Alors, notre ami Pierre Marechkowski n'était malheureusement pas disponible pour nous faire un petit intermède humoristique qui nous détend et qui nous permet de couper un peu toute la logorée de Roger Nimmo. Mais je suis très content que Willow Coelho soit là ce soir parce que lors de notre émission sur Filippo Bruno, alias Giordano Bruno, on a parlé de l'origine du patronyme, non du prénom Bruno, qui était brun comme dans Carla Bruni. Et j'étais inquiet. Ah oui. Ah oui, pour toi c'est une origine germanique. Non, pas pour moi, je l'ai lu, c'est d'une origine germanique. Oui, mais je sais justement qu'il y a un grand débat pour savoir si c'est une racine germanique ou si au contraire ça a une origine, je crois, plutôt latine. Voilà. Et, parce que je sais que... oui, voilà, Brunhilde, oui. Mais c'est vrai que dans Brunhilde, c'est l'origine, donc ça signifie bouclier. Défenseur. Voilà. Oui. J'en avais entendu parler aussi de cette origine. Mais l'étymologie, c'est un petit peu comme l'histoire. C'est-à-dire, on n'a pas encore d'ADN mitochondrial pour tout ce qui est de l'ordre des mots et du vocabulaire, même si... Parce que le Roger Grégor, le Bruno Onurde et le Marc Kram. Ah oui. Le Marc Kram. Alors, donc je suis très heureux d'avoir des nouvelles de Bruno parce que j'étais un peu inquiet que si tu ne sois pas là. Bon, tu es là, tant mieux. Et alors, notre ami Fabrice David, lui, j'ai pas de nouvelles, mais je pense et j'espère qu'il profite de ses congés payés avec ses deux fils. Voilà, mais comme Marc et Bruno, je regrette qu'il est parti loin. Je ne sais pas s'il est parti là, je crois qu'il est en Bretagne. Ah bah, il est loin alors, pas quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il ne me reste plus qu'à vous dire? Il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas oublier notre prochain rendez-vous mensuel, tourné en direct. Alors, depuis la ville de Taverny, parce que le jeudi 6 août 2026, ce sera le soir du premier des 4 jours de jeûne du 40e jeûne antinucléaire de Taverny. Donc voilà, je n'aurai pas faim parce que j'ai l'habitude de manger uniquement le soir. Donc pour moi, ce sera une journée comme les autres, mais elle se terminera par notre heure de direct qui sera diffusée, comme d'habitude maintenant en différé vu qu'on ne fait plus de streaming. Et donc ce sera enregistré à Taverny. Je ne sais pas si Marc pourra le faire ou si j'irai chercher le stabilisateur, si notre ami Bruno pourra être là, je ne sais pas, on verra. Mais l'an dernier, Mais ça va se faire. voilà, l'an dernier nous avions fait l'émission aussi à Taverny avec, je crois que c'était le dernier jour de jeûne, et avec Fabrice David et Pierre Merechkowski. Nous étions à la salle des fêtes, mais là malheureusement je n'aurai pas la salle des fêtes de Taverny, mais un local qui est beaucoup plus loin de la base militaire, donc je serai certainement beaucoup plus fatigué à la fin du jeûne. Voilà. Donc, comme tous les ans... Ce que tu veux dire, c'est que la prochaine émission, elle va tomber à la fin du jeûne. Non, cette fois-ci, elle va tomber le premier jour des 4 jours de jeûne. Alors, c'est un jeûne qui a lieu à Taverny sans interruption depuis 1986, c'est pour ça que ce sera le 40e jeûne, du 6 au 9 août inclus. Alors pourquoi le 6 et le 9 août? Ce sont les tristes dates anniversaires des abominables bombardements nucléaires à l'uranium pour Hiroshima le 6 août et au plutonium pour Nagasaki le 9 août 1945. Alors, ce sera la
181e émission Radar. Et elle sera diffusée, comme celle-ci, en différé sur nos pages Radar Facebook et YouTube. Et je vais vous dire bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Bruno pour ta présence, mais merci Marc pour De rien. c'est la captation de cette émission. Et puis je vous dis au 6 août. Et puis je vous souhaite pour ceux qui sont en train de profiter de leur congé payé, de bonnes vacances en famille et le moins de galères possible. Et soyez comme moi optimistes parce que visiblement la nature au sens spinozien du terme est en train de s'occuper de l'espèce humaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.